Cher Manuel Valls, votre présence à cette cérémonie participe désormais pratiquement d'un rituel républicain. Vous étiez des nôtres lorsqu'il s'est agi de défendre la crèche Babylou et que le prix fut décerné à sa directrice Natalia Baleato. L'année suivante, ministre de l'Intérieur, vous étiez encore parmi nous. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre que nous avons l'honneur d'accueillir. C'est encore et toujours l'homme libre qui ne cède à aucune pression. Le 13 janvier, au lendemain des attentats terribles, votre vibrant discours qu'a évoqué Philippe devant les députés nous a profondément touchés. Lorsque vous évoquez la laïcité, vous osez dire à voix haute ce que la bien-pensance politique conduit trop souvent à taire. D'aucuns vous le reprochent. Nous en réjouissons à un moment où le pays a besoin de laïcité pour préserver la paix civile, pour combattre l'extrême droite et trouver l'indispensable voie du rassemblement et de la fraternité. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à venir prendre la parole. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, messieurs les présidents, chers Patrick Kessel et Philippe Foussier, Madame la présidente du jury, chère Zineb Razaoui, cher Samuel Mayol et Fazil Say, vous qui venez de recevoir ces prix, Mesdames, Messieurs, c'était en effet il y a 110 ans bientôt. Des responsables éclairés, des hommes libres, donnaient à la République l'une de ses plus grandes lois, l'une de ses fondations. En avait-il conscience d'ailleurs? C'est Ferdinand Buisson, Aristide Briand, Jean Jaurès, Georges Clemenceau et d'autres encore. Savait-il que cette année 1905 resterait comme un jalon dans l'histoire de notre pays? Je le crois. Je le crois parce que chacun voulait bâtir cette République, ce régime que la France, après tant de luttes, s'était choisi. Tout s'est joué au fond en quelques années. Dreyfus, l'école, les grandes libertés, la laïcité. La République a alors pris une voie singulière, une voie que nulle autre nation n'avait alors emprunté. C'était une voie vers la modernité, vers l'émancipation de tous. C'était un coup d'arrêt aux querelles dévastatrices qui ont tant déchiré la France et la querelle religieuse au premier rang. Nous devons beaucoup à la laïcité. Elle doit être, et nous le disons tous ici, un talisman, car dans ce pays qui a le génie de la guerre civile, pour reprendre des mots de Michel Vinocq, nous lui devons à cette laïcité l'apaisement. Oui, l'apaisement. Apaisement d'abord dans nos institutions. La loi du 9 décembre 1905 a mis la religion à sa place, à sa juste place. Apaisement aussi dans la société, car la loi garantit cette liberté fondamentale de croire ou de ne pas croire. Elle dit que toutes les convictions religieuses méritent le même respect et la même considération. Les croyants n'ont pas à imposer leur croyance, et ceux qui ne croient pas ne doivent pas empêcher les autres de pratiquer leur foi. Soyons concrets, on ne l'est pas assez. Ce n'est pas parce que certains enfants dans nos cantines, du fait de leur religion, ne mangent pas de porc qu'ils doivent être montrés du doigt. Pire, privés de nourriture, parce que là on marche sur la tête. Mais ce n'est pas parce que certains enfants ne mangent pas de porc que tous les enfants d'une même cantine, d'une même restauration scolaire ne devraient pas en manger. C'est un principe de bon sens, de respect mutuel. Tout de même,
je nous crois capable d'avoir cette intelligence collective. Et d'ailleurs, dans l'immense majorité des cas, nous l'avons. Il n'y a ni exclusion, ni haine, ni violence dans la laïcité. C'est au contraire un cadre de sécurité et de chacun et de paix pour chacun. La laïcité, c'est non pas coexister, mais vraiment vivre ensemble, sans se renier, mais sans s'imposer. Et c'est ce que la République a rappelé, en effet, en 2004, en interdisant les signes religieux, tous les signes religieux, dans le milieu scolaire. Ou en 2010, quand la République, par la loi, a interdit le voile intégral dans l'espace public, négation de l'identité de l'être humain et de la femme. La laïcité fait donc partie intégrante de nos valeurs. Elle est au cœur de notre identité républicaine, de notre âme. Pourtant, elle est aujourd'hui, en effet, attaquée de toutes parts, contestée, critiquée. On connaît les slogans « laïcité positive »,« laïcité ouverte », comme si la laïcité avait besoin d'être qualifiée, comme si elle n'était pas en elle-même un principe suffisamment clair. Qualifier la laïcité, c'est la circonscrire. C'est en circonscrire le périmètre, en affaiblir la portée. C'est donc vouloir ébrécher, la faire vaciller. D'autres n'agitent la laïcité que pour mieux la trahir, en faisant d'elle une arme pour cibler une religion, toujours la même, l'islam. Ces partisans du rejet, du repli, n'ont rien compris à ce qu'est la France, son message universel. Ces esprits rabougris, dangereux bien sûr, englués dans la naphtaline de l'histoire, sont incapables de voir ce qu'est la réalité de notre pays, combien il peut être riche de sa diversité. Je le rappelais ce matin à l'occasion d'un comité interministériel au Mureau dans les Yvelines. Une diversité qui est une richesse et qui doit bien sûr souscrire à un idéal commun, à des règles, nos valeurs, notre langue, notre histoire, l'égalité, l'égalité entre les femmes et les hommes, la fraternité qui vient d'être évoquée. D'autres, enfin, défient ouvertement, violemment la laïcité. Lorsqu'en septembre 2012, des individus en nombre se sont rassemblés place de la Concorde, rendons-nous compte, place de la Concorde, pour hurler leur haine de la démocratie, pour crier leur rage contre ce qu'ils tenaient pour du blasphème, nous avons bien vu que des verrous avaient sauté, comme en 2014, quand dans les rues de Paris, notre belle capitale, synonyme de liberté, on a de nouveau crié « Mort aux Juifs ». Vous tous, rassemblés ici, pour ce bel hommage rendu à Charlie Hebdo, le savez mieux que quiconque, il y a des ennemis de la République, déterminés à s'en prendre à ce que nous sommes, déterminés à contester la liberté d'expression, l'ordre républicain, notre esprit de tolérance. Et Charles, vous l'avez cité, le savait. Il l'avait parfaitement identifié et parfaitement décrit et parfaitement dénoncé dans sa lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Oui, il y a des extrêmes, et nous le savons, qui se rejoignent et qui, au fond, partagent le même projet, détruire ce que nous sommes. Le 11 janvier, la France s'est levée, dans un sursaut, dans un mouvement. Ce que l'on entendait dans les rues, c'était notre hymne, notre devise. Et combien avons-nous vu aussi des pancartes pour dire notre attachement à la laïcité? Car au fond, c'est le mot qui revenait dans les bouches de chacun, qui était le plus simple pour dire ce que nous voulions. Et notre exigence, elle est là. Elle est immense. Faire vivre la laïcité au quotidien, sans détournement, sans l'instrumentaliser. Car, soyons lucides, regardons en effet en face l'état de notre société. Il y a, oui, une forme de vide moral, de vide civique, sur fond de montée des égoïsmes, de peur, de perte du sentiment d'appartenance à une même nation. Il y a la montée de l'entre-soi, c'est-à-dire cette préférence
pour uniquement ses semblables. La montée alarmante des fondamentalismes, notamment islamistes, dont nous savons qu'ils sont un terreau pour le radicalisme, pour la radicalisation, une voie qui conduit tant de nos jeunes, pas quelques-uns, pas quelques centaines, des milliers. Lisez le rapport de Malek Mouti, et qui basculent, et qui peuvent basculer dans le djihadisme et prendre les armes contre leur propre pays. Cela, les attentats de janvier, et il y a eu d'autres attentats après, à Copenhague, jusqu'à Ankara, il y a quelques jours. Les attentats de janvier nous l'ont renvoyé avec une violence inouïe. Que s'est-il passé dans notre société, dans ce pays que nous aimons, pour que les individus, enfants de l'école de la République, basculent dans le terrorisme, tuent des journalistes, des dessinateurs, parce qu'ils incarnaient la liberté d'expression, des policiers, parce qu'ils symbolisaient l'autorité de l'État, des juifs, parce qu'ils étaient juifs. Se poser cette question, ce n'est pas justifier, ce n'est pas excuser, c'est au contraire ouvrir les yeux sur ce qui se passe, sur ce qui gangrène certains esprits et ronge certains territoires de la République. Car enfin, combien de prêcheurs de haine, en prison, sur la toile, dans les quartiers, qui exaltent le communautarisme, la soumission à un ordre anti-républicain, séparation des femmes, rejet de la culture et des arts, de la musique, qui sont regardés comme un péché, une offense. Et c'est cette vision rétrograde que certains veulent répandre. Elle n'a rien à voir avec la France. Elle n'a rien à voir avec des valeurs universelles qui sont celles des combattants de la liberté et de la laïcité. En Tunisie ou en Turquie, cher Fazil Zed, merci pour votre présence et merci aussi pour ce moment d'émotion, parce que la musique parle mieux que les discours. Notre société fait face au retour mortel de l'antisémitisme, de la haine des Juifs qui se conjugue avec la haine d'Israël, à une recrudescence insoutenable du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, des actes contre les églises, contre les synagogues, contre les mosquées, les paroles et les actes le montrent au quotidien. Bien sûr, il y a la crise économique, la crise sociale, le sentiment d'angoisse, la peur du déclassement. Il y a ces inégalités sociales et territoriales qui fracturent chaque jour davantage notre pacte républicain, et nous luttons contre ces fractures avec la plus grande détermination. Mais je crois surtout, et c'est le sens de ces rencontres, qu'il y a eu une forme d'abandon, de renoncement généralisé, parce que l'on n'a pas assez affirmé nos valeurs et nos règles de vie en commun. On a laissé des interstices, puis des brèches dans lesquelles toutes les contestations de notre idéal de vie en société se sont engouffrées. C'est pour cela, oui, qu'il fallait défendre Babylone. Nous le savions tous. Ce qui se jouait alors, ce n'était pas un conflit banal. C'était un pied de nez, non seulement à la laïcité, mais au-delà, à la vision que nous faisons de la place des femmes dans notre société. Parce que trop souvent, on a abdiqué dans le combat intellectuel. On a laissé la confusion s'installer, si bien que dans le pays des Lumières, des encyclopédistes, de l'ironie de Montesquieu, on ne sait plus, face aux propagandistes de la haine, aux négationnistes, faire la différence entre ce qui relève de l'humour et ce qui tient du délire. Enfin, parce qu'on n'a pas su tirer assez tôt la sonnette d'alarme, on en vient dans notre pays, celui de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, celui aussi des errements de l'occupation et de la faute de la France, afficher les élèves en fonction de leur religion supposée ou à parler de race blanche. Les digues sautent, la surenchère décliniste est partout, comme si, sous couvert d'une prétendue lucidité et d'un prétendu discours de vérité, on pouvait s'autoriser toutes les outrances. Grand remplacement, envahissement, islam incompatible avec la démocratie. Pas un jour ne passe sans son flot de paroles indignes. Et dans ce moment où les repères se brouillent, nous avons besoin de clarté,
Et donc nous avons besoin de laïcité, car pas d'unité, pas d'apaisement, pas de progrès sans laïcité. Mais être uni, ce n'est pas être uniforme. Ne nous y trompons pas, la laïcité, ce n'est pas nier les différences, c'est refuser de les glorifier, c'est refuser d'en faire un principe d'organisation de nos sociétés, c'est refuser que chaque communauté cherche à imposer sa propre loi au-dessus de la loi de la République et de la démocratie. La laïcité, c'est la réponse construite par la République pour respecter et dépasser nos appartenances personnelles. Elle est un élément fondamental de la construction du commun, selon cette belle expression d'Abdelnour Bidar. Et je dirais quel est ce dialogue, cette dialectique entre l'individu et le collectif, entre le singulier et l'unité, dans un moment où nous le voyons bien, nos concitoyens ne trouvent plus dans le collectif un avenir désirable, et c'est la responsabilité, bien sûr, des dirigeants politiques, où les extrêmes prospèrent sur fond de rejet de l'autre, où notre jeunesse manque de repères. Nous avons besoin d'un idéal, et donc nous avons besoin de laïcité. Il faut donc reprendre l'initiative, le combat, ce qui implique nécessairement de faire œuvre de pédagogie. C'est la responsabilité des pouvoirs publics, c'est la responsabilité de la société dans son ensemble, parce que chaque citoyen a aussi sa part de responsabilité. Le comité Laïcité République a toujours été, je le sais, vous le savez, en pointe sur ce sujet, quitte à déplaire, quitte à faire des vagues. Vous êtes des militants, et la laïcité a besoin de tous ces militants. Elle a besoin aussi de dispositifs adaptés, et d'abord bien sûr à l'école, car c'est à l'école que tout se joue. C'est à l'école que se fait l'apprentissage des règles de vie en commun, des valeurs, de l'esprit critique. Nous en avons donc fait une action prioritaire. Oh, ça prend du temps, je le sais, mais la direction est là. La charte de la laïcité est affichée dans tous les établissements. C'est ce que voulait Vincent Payon. Elle pose le cadre de la vie collective dans l'espace scolaire. Elle pose donc pour tous nos enfants le cadre de leur future vie de citoyens, pour permettre aux élèves de mieux connaître, de mieux comprendre l'histoire des religions et leur évolution, pour leur permettre de développer un regard républicain sur les croyances. Un module d'enseignement des faits religieux est intégré depuis septembre au programme scolaire. Et ne nous trompons pas, la tâche est immense et c'est l'affaire d'une génération. La mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, lancée en janvier dernier par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, ce ne sont pas que des mots, ce sont des milliers de formateurs qui interviennent face aux jeunes générations d'enseignants. C'est un effort considérable, qui ne se fait pas sans conflit et qui va se démultiplier au fil des années. Et cette mobilisation, cher Samuel Mayol, elle doit aussi concerner l'université, l'école à tous les niveaux. Les chartes de la laïcité et de la diversité arrivent aussi dans nos entreprises. Et c'est une initiative que je salue. En tout lieu, il faut rappeler la laïcité, car la laïcité, c'est une somme de situations concrètes. C'est un principe qui ne s'applique pas de la même manière selon qu'on est dans un service public, un espace public ou un espace privé, mais un principe qui doit nous permettre de vivre ensemble partout. C'est une multitude de questions très simples et qu'il ne faut pas laisser sans réponse. Chacun doit s'en emparer. Les institutions, les collectivités territoriales, mais aussi les partenaires sociaux, les associations, tous ceux qui agissent dans la société doivent avoir à cœur de porter la laïcité et ils doivent en avoir les moyens. La laïcité, c'est aussi l'autorité, car sans autorité, c'est la loi de la jungle qui s'impose. Et les plus modestes et les plus fragiles de la société qui en sont les victimes. Mesdames, Messieurs, chaque mot a une origine, une étymologie. Comme vous le savez, le mot laïcité vient du grec laos, qui veut dire le peuple. Et au fond, tout est dit, tout est résumé. La laïcité, c'est un principe d'organisation du peuple, de la société, notre principe républicain d'organisation de la société. Et ce principe, il faut le dire maintenant, car après, il est trop tard.
pourrait très bien tomber entre de mauvaises mains. Les mains de ceux qui rêvent d'une société où l'on hiérarchise, où l'on pense que certains sont plus français que d'autres. Je ne veux pas que l'extrême droite entre par effraction dans le destin de notre nation. Elle est aux portes du pouvoir de certaines régions. Elle est aux portes du pouvoir tout simplement. Il faut s'en rendre compte. Et face à cela, il ne faut pas addicter, courber les chines, avoir peur. Il faut aller de l'avant et combattre. Je ne veux pas que l'extrême droite entre par effraction dans le destin de la France, qu'elle vienne, elle qui se dit maintenant républicaine, allons bon, alors que toute son histoire, de père en fils ou de grand-père en petite-fille, montre le contraire, qu'elle a toujours combattu la République. Je ne veux pas que l'extrême droite vienne saccager ce que nous ont laissé les Clémenceau, les Jaurès, mais aussi de Gaulle. Alors oui, il y a un combat à mener, pas seulement par les mots, pas seulement dans les discours, mais par les actes, pour emporter les cœurs, pour rallumer cet espoir qui fait souvent défaut. Ici, 2 hommes ont été récompensés par votre prix parce qu'à leur manière, chacun, ils portent cet espoir et ils méritent respect, considération, soutien, solidarité. À la tribune de l'Assemblée nationale, le 13 janvier dernier, au lendemain de l'horreur, au lendemain aussi de ce formidable sursaut, quelques heures après les obsèques des 3 membres des forces de l'ordre, 2 policiers nationaux, une policière municipale, qui, à travers leurs origines, incarnaient tous les 3 les couleurs de la République. J'ai voulu dire quelle était notre exigence. Et moi je sais, comme beaucoup d'entre vous, que depuis ce mois de janvier, cette gravité, cette exigence, cette nécessité de mener ce combat ne me quittera plus et que la République, le rassemblement, l'unité face à l'extrême droite, comme face au fondamentalisme qui se nourrissent et qui veulent nous imposer leur logique d'inclusion, d'exclusion, que face à ces forces qui veulent briser la République, nous devons plus que jamais combattre. Dans la force du moment, je me souviens avoir répété 3 fois, telle une seconde devise de notre République, laïcité, laïcité, laïcité. Eh bien, je le redis ici devant vous, l'exigence n'a rien perdu de son intensité. Au contraire, les combats qui viennent désormais nous l'imposent. Laïcité maintenant, laïcité encore et laïcité toujours. Chers amis, après cet hymne à la laïcité, je vous invite à l'invitation de la mairie de Paris à partager dans le salon d'à côté le pot d'amitié. Merci et à l'année prochaine pour le 11e prix.